Petite seconde. Ok, c'est bon. Impeccable. Merci beaucoup, Stéphano. Alors, comme je le disais, rebonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Joseph Philippe, Marketing Manager WCA chez HFS Afrique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité de l'email et des tendances pour 2023 avec notre partenaire VAD, qui est représenté aujourd'hui par Stefano Gresari, qui est l'email Channel Manager. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on a perdu un peu de temps. Je vais donner la parole à Stefano et on va évoluer dans le vif du sujet. J'aimerais juste rappeler quelques best practices durant notre webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mentionner dans le chat. Voilà, il y aura une personne qui va récupérer toutes les questions. Et en fin de session, on va les opposer à Stefano. Il pourra vous donner les réponses à vos différentes questions. OK? Alors, sans plus tarder, Stefano, je te passe la parole. Ouais, merci Joseph pour cette introduction. Bienvenue à tous. Alors déjà, je voulais vous remercier pour pour vous être enregistré sur ce webinaire. Je vois que c'est un sujet qui porte beaucoup d'intérêt. Donc voilà, on va passer 45 minutes ensemble environ. Comme disait Joseph, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On regardera les questions à la fin et je ferai de mon mieux pour y répondre. HAFS également ici pour vous accompagner, pour vous aider à vous répondre. Enfin voilà, c'était vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter un petit peu les tendances pour 2023 en termes de sécurité mail. On va parler de cybersécurité bien entendu, on va parler de menaces. S'il y a des choses, encore une fois, qui ne sont pas claires, n'hésitez surtout pas à les poser. Alors, rapide introduction pour ma part. Moi, c'est Stefano Grisari. Je suis chez Veid depuis 2016. Et je suis en charge de la partie EMEA pour Veid. Ce que je vous propose en termes d'agenda, c'est déjà vous présenter qui est Veid, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite, on va aller dans le vif du sujet. Je vais vous parler des 4 prédictions sur la sécurité email en 2023. Alors, on en a choisi 4. Il y en aura certainement beaucoup plus, mais les 4 qu'on va vous présenter, que je vais vous présenter, ce sont vraiment pour nous les 4 qui vont faire le plus de bruit, qui vont faire le plus parler pour cette année 2023. Janvier a déjà commencé, on est en février. Néanmoins, ce sont des prédictions qu'on pense, en tout cas, qui vont marquer cette année. Et dernière étape, on va vous expliquer comment protéger votre société, comment nous, Veid, on peut vous accompagner à protéger votre société. Alors, pour commencer, une très rapide présentation de Veid pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Veid, on est une entreprise de cybersécurité française. On est basé en France, même si on a des filiales et des agences un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, au Japon. Donc, on est une entreprise de cybersécurité et on est spécialisé dans le développement de tout ce qui est technologie de détection et de réponse aux incidents. On est basé sur un moteur d'intelligence artificielle. Donc, le but avec Veid, c'est de détecter et de bloquer des menaces sophistiquées qui sont véhiculées par les emails et qui passent sous le radar par rapport à d'autres solutions. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Alors déjà, première chose, c'est un chiffre qui est extrêmement important, c'est on est en mesure de le faire parce que, encore une fois, on est basé sur de l'intelligence artificielle. Alors, je vais juste couper ma caméra pour éviter du lag. Alors, si on est en mesure de le faire, c'est parce que, comme je disais, on est dans la cybersécurité et on a une très forte, on a un gros différenciateur aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de data, on protège énormément de boîtes mail dans le monde. Aujourd'hui, on est à 1,4 milliard de boîtes mail protégées, qui est un chiffre absolument énorme. Comment est-ce qu'on arrive à ce 1,4 milliard de boîtes aux lettres? On les adresse sur 3 marchés principaux. Le premier marché, qui est le marché, on va dire, historique chez Veid, c'est le marché des opérateurs, le marché des ISP. Donc, on a des partenariats avec les plus gros ISP, alors non seulement en France, bien entendu, mais également au niveau mondial. On a des partenariats avec Orange, on a des partenariats avec British Telecom en Angleterre, des partenariats avec Comcast aux États-Unis, on a Telecom Italia, par exemple, en Italie. Donc ça, c'est un marché qui est très spécifique, mais c'est un marché qui est extrêmement important pour nous parce qu'en termes de boîtes mail qui passent par nos serveurs, c'est absolument énorme. C'est des millions et des millions de boîtes mail qui passent par nos serveurs et c'est de la data qui vient alimenter notre filtre d'intelligence artificielle. Donc, c'est un marché qui est extrêmement important.
Ce marché-ci va nous permettre ensuite d'aller adresser le marché qu'on appelle entreprise, le marché corporate, où là, on est sur un modèle de vente complètement en direct. On se base sur des distributeurs, on se base sur des partenaires, on se base sur des MSP. Et là, on va être en mesure de fournir notre solution packagée, quelle que soit la typologie de client, pour tout ce qui est menace, pour tout ce qui est protection de menaces qui sont véhiculées par email. Alors, bien entendu, sur le marché africain, on travaille avec HAFS, qui est notre distributeur. Vous, en tant que partenaire, vous avez la possibilité de revendre nos solutions, alors qu'ils sont en mode cloud ou qu'ils sont en API sur la partie M365, quelle que soit la typologie de vos clients. Troisième marché qui n'est pas dans ce stade, mais dont je peux parler également très rapidement, c'est le marché de l'OM. Alors, comme je disais, on est un pure player de la sécurité email. Parfois, on fournit en marque blanche également une partie de notre technologie à d'autres acteurs de la cybersécurité, hein, notamment Cisco, Mamcast, SonicWall, qui embarquent une partie de notre technologie. Le but, forcément, ce n'est pas de leur fournir l'ensemble l'ensemble de notre technologie, mais c'est vraiment de leur fournir une partie de notre technologie de manière à ce qu'eux, ils puissent améliorer leur catch rate au niveau de l'email. Et en contrepartie, ben, c'est de la data, c'est de la donnée que nous, on va récupérer, qui vient alimenter notre filtre et qui nous permet d'être de plus en plus efficace. Je reviens simplement sur la donnée que vous voyez ici, hein, le 1,4 milliard de boîtes lettres protégées. Comme je disais, c'est un chiffre qui est absolument énorme, hein. Nous, on estime qu'on est deuxième au niveau mondial, hein. Le premier, c'est Google, qui a qui a plus de boîtes lettres que nous. Google, je pense que c'est 1,7 milliard et on est deuxième derrière Google à 1,4 milliard. Donc, c'est quelque chose qui est absolument énorme et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est extrêmement différenciant sur le marché de l'image sécurité. Alors, je vous propose maintenant de partir dans le vif du sujet sur les prédictions, sur les 4 prédictions sur la sécurité mail pour 2023. Alors déjà, en préambule, les slides que je vais vous présenter, ce ne sont pas des slides marketing, ce ne sont pas des slides de commercial, ce sont des prédictions, ce sont des données qui viennent vraiment de nos employés, de nos scientifiques, hein, de nos data scientifiques, de nos threat analysts, qui sont en mesure de nous fournir ces prédictions, de nous fournir ces données. Les données, elles viennent également de vous, hein, de nos clients, elles viennent également de nos distributeurs, de nos partenaires qui sont là pour nous remonter des informations. Donc tout ce que je vais vous présenter, encore une fois, ce n'est pas marketing, ce sont vraiment des vraies données que nous, on a vues par rapport à toutes les boîtes mail que l'on protège et par rapport à toutes les menaces que l'on a vues sur 2022 et qu'on pense vont avoir lieu sur 2023. Alors, la prédiction numéro 1 que je vais vous présenter, ce sont les attaques de phishing qui vont se concentrer sur tout ce qui est service de MFA ainsi que d'autres services légitimes. Alors, en préambule, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le MFA, même si bon, aujourd'hui on est tous dans l'informatique, vous êtes tous revendeurs de solutions, vous savez bien entendu ce que c'est qu'un MFA, mais juste en guise d'introduction, qu'est-ce que c'est que le MFA? Alors, le MFA, c'est le Multi-Factor Authentication, c'est une authentification multifacteur qui est une mesure de sécurité qui consiste à utiliser deux méthodes différentes pour vérifier l'identité d'une personne. Alors, ça peut être, quand vous connectez sur un site, vous mettez votre login mot de passe et avant d'accéder à votre site, on va vous demander alors soit d'activer une notification push, soit vous allez recevoir un SMS, parfois c'est des appels, etc. Parfois, il faut ouvrir une application. Mais voilà, c'est vraiment le fait d'avoir un deuxième système d'authentification pour être sûr que la personne qui essaie de connecter, c'est bien la vraie personne. Donc, en raison de la popularité du MFA, parce qu'aujourd'hui, toute entreprise a un système de MFA, hein, ou quand vous connectez sur Microsoft Office 365, par exemple, il y a un système de MFA. Donc, en raison de la popularité du MFA ainsi que de la tendance qu'ont les organisations à y voir vraiment une panacée, les hackers, ils cherchent de nouvelles stratégies pour détourner le MFA. L'une de ces stratégies consiste à imiter le véritable système d'authentification. Donc ça, on va le voir dans les slides précédentes. Et une autre, c'est vraiment de multiplier les demandes de MFA. Donc c'est ce qu'on appelle le MFA fatigue. C'est vraiment d'envoyer énormément de requêtes MFA pour, entre guillemets, ennuyer l'utilisateur pour qu'à la fin, l'utilisateur il puisse cliquer sur une demande d'authentification. Alors, je vais partir sur le premier système. Donc, c'est l'imitation du système d'authentification. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un exemple d'une banque en Angleterre qui s'appelle la Citibank.
Donc, c'est une vraie page de phishing qu'on a vue sur nos serveurs. C'est une page de phishing qui ressemble, enfin, qui est assez bien faite, hein. Aujourd'hui, les pages de phishing, il y a moins de fautes d'orthographe, hein, c'est quand même assez bien copié. Donc, ici, c'est, comme je disais, une page de phishing qui cherche à imiter Citibank. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les victimes, elles vont recevoir un lien dans un email et quand elles vont cliquer sur le lien, elles vont arriver sur cette page sur laquelle on va leur demander de s'authentifier avec un login mot de passe. D'accord? Ça, bien entendu, c'est une page de phishing. Ce qui se passe, c'est que en fait, les hackers qui monitorent en fait l'activité des victimes, ils vont récupérer les informations de login mot de passe et ils vont les utiliser pour se connecter cette fois-ci au vrai site de Citibank, au vrai site de Citibank. Donc, ils vont faire en même temps que la victime. Donc, la victime va essayer de se connecter avec ses logins mot de passe. C'est une page de phishing, donc les pirates vont récupérer ces logins mot de passe. Le pirate va se connecter sur la vraie page de Citibank. Et lorsqu'ils vont se connecter, bah, la victime en fait va recevoir une demande d'authentification MFA. Donc encore une fois, ça peut être un email, ça peut être un SMS, ça peut être une notification push. La victime va accepter cette notification push et le pirate qui sera sur le vrai site de Citibank va pouvoir du coup accéder au site de manière très facile, très facilement. Alors, ici, c'est un petit peu, on va dire, ça peut être un petit peu problématique pour le pirate parce que ça oblige le pirate à monitorer l'activité de la victime. Le pirate doit savoir à quel moment la victime va essayer de s'authentifier, etc. Donc, c'est un petit peu embêtant pour le pirate parce que, encore une fois, il est obligé de monitorer l'activité de la victime. Par contre, ce qu'on a vu, c'est une version un peu plus élaborée de cette méthode, hein, de cette imitation, et également un peu plus dangereuse de cette technique. C'est ce qu'on appelle une attaque par proxy inversée. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va permettre aux hackers de contourner toute forme de MFA. Donc en fait, qu'est-ce qu'un proxy inverse? Ce sont des serveurs qui sont installés entre la victime et un système d'authentification légitime. Donc dans ce type d'attaque, en fait, alors, les utilisateurs, de la même manière hein, qu'on a vu sur la première, ils vont être redirigés vers une page de phishing qui inclut un système d'authentification légitime. Donc, ça peut être, alors, souvent, c'est un formulaire de connexion. Donc là, encore une fois, les victimes, elles vont y saisir leurs informations de compte, elles vont valider la demande de MFA. Et à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que le proxy du pirate, le proxy du hacker, il va transférer ces informations à la plateforme légitime qui va finir par envoyer un cookie de session qui va contenir le jeton de vérification MFA. Et donc, le hacker peut alors se connecter de manière très simple au site et dérober toutes les informations dont il a besoin. Alors ça peut sembler quelque chose qui peut être un peu plus complexe. Détrompez-vous, parce qu'aujourd'hui, il existe, même pour des personnes qui ne sont pas du tout techniques, qui ne sont pas du tout adeptes à ce genre d'attaque, il existe des kits de phishing. Donc c'est ce qu'on appelle les phishing as a service, les PaaS, qui permettent en fait d'acheter ce type de kit pour quelques centaines d'euros et qui vont permettre en fait d'acheter ces kits de phishing et de pouvoir lancer des attaques de ce type à tout type d'entreprise. Le plus connu, c'est Evil Proxy, hein, c'est un des principaux moteurs de l'essor de ces attaques. Donc, même les hackers aujourd'hui qui n'ont pas forcément de talent particulier vont pouvoir aujourd'hui exploiter et attaquer des entreprises par attaque proxy inversée. Encore une fois, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Alors, deuxième exemple, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de MFA à fatigue, hein, de la multiplication des demandes de MFA. Alors, les hackers ici, ils peuvent tenter également de noyer les utilisateurs sous les demandes de MFA. Alors, le principe, il est extrêmement simple hein, ici, c'est ils essaient de se connecter à un compte plusieurs fois. La victime, du coup, alors le hacker, bien entendu, il aura récupéré les logins mots de passe de la victime, hein. Donc, le hacker essaie de se connecter. Et à chaque fois que le hacker va essayer de se connecter, en fait, il va bombarder la victime de notifications MFA jusqu'à ce que celle-ci, elle finisse par en accepter au moins une. Alors, ce type d'attaque, alors je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas, mais elle a fait des gros titres il y a quelques semaines avec Uber. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un hacker, il avait mis la main sur les identifiants d'un sous-traitant d'Uber, et à chaque fois, il a essayé de se connecter à son compte. Donc ce qui se passait, c'est que la victime, qui ici était le sous-traitant, il a refusé toutes les demandes de MFA parce qu'il savait que ce n'était pas lui qui essayait de se connecter. Donc il refusait, sauf qu'il en a eu tellement qu'à un moment, il a fini par en accepter une, et ça a permis au hacker de s'emparer de ce et de l'utiliser pour rentrer sur ce site de sous-traitant. Donc ça a fait énormément de bruit, hein, ce type d'attaque. C'est une attaque, encore une fois, alors nous on est tous dans la sécurité, on est sur un webinaire de sécurité, donc forcément
les utilisateurs qui sont un peu plus aguerris comme nous vont éviter de se faire avoir, mais un utilisateur qui est un petit peu moins aguerri va pouvoir se faire avoir de manière un peu plus facilement par rapport à ce que nous, on pourrait faire. Hop, je passe à la suite. Ce qu'on a vu également, alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu sur un site français. Alors, ce qu'on pense, c'est que pour ce 2023, c'est que les CIA ciblent de plus en plus des services qui envoyer des liens de phishing, excusez-moi, pour envoyer des liens de phishing ainsi que des pièces jointes malveillantes. Alors, il y a un exemple qui est assez parlant que nous, on a détecté chez Veid, hein. On l'a détecté au mois de septembre dernier. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que les hackers, ils ont tiré parti d'un site pour l'emploi qui était un site qui était administré par le gouvernement français. Donc ici, vous voyez que c'est quelqu'un qui a postulé un offre d'emploi. Donc en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que les hackers, en fait, ils postulaient à des offres d'emploi qui sont légitimes en envoyant des CV au format PDF. Mais ces CV qui contenaient des liens PDF, en fait, ils contenaient des liens de phishing. Donc, ce qui se passait, c'est que la plateforme ici qui a reçu, la plateforme qui a reçu le CV, elle a communiqué le CV du coup aussi du gouvernement qui avait émis l'offre d'emploi. Donc donc l'entité administrative qui a reçu l'offre d'emploi de cette société, elle a reçu un CV qui pour lui était complètement légitime parce que forcément c'était une réponse à candidature qui contenait un CV. Dans ce CV, il y avait un lien, donc il n'y avait aucune raison pour être suspect sur le fait d'avoir un CV avec des liens qui étaient malveillants. Sauf que forcément, bah, le CV qui a été envoyé par le pirate contenait effectivement des liens malveillants. Donc l'entreprise qui a reçu le CV a cliqué sur ces liens et s'est fait pirater. Donc ici, encore une fois, on voit que c'est quelque chose, on pense qu'on va le voir de plus en plus souvent sur 2023, c'est qu'on va se servir de sites web qui sont légitimes pour tromper la vigilance des utilisateurs. Et ici, encore une fois, dans cet exemple, le CV était transmis par une plateforme légitime. C'était une réponse à emploi avec un CV qui était complètement légitime, sauf que dans ce CV, il y avait des liens malveillants. On passe à la prédiction maintenant numéro 2. Donc, la prédiction numéro 2, c'est que les attaques qui sont liées à la supply chain ou au détournement vont se multiplier. Alors, juste pour un petit rappel, hein, qu'est-ce qu'une attaque liée à la supply chain? En fait, c'est une attaque qui va tirer parti de la relation fournisseur-client que vous pouvez avoir. Donc, on ne va pas simplement s'attaquer à vous, aux partenaires ou aux clients, mais on va vraiment se baser sur la relation que vous pouvez avoir par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, vous savez tout aussi bien que moi, c'est quelque chose que vous faites peut-être vous en interne, c'est que les organisations vont investir de plus en plus dans la formation. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Ce qu'on a remarqué, hein, c'est quelque chose qui nous a été remonté par un de nos analystes également chez Veid il y a pas longtemps, c'est que les attaques de phishing aujourd'hui, elles sont de mieux en mieux faites. Oui, pardon, il y avait une question? Non? Je vais vous demander de couper les micros par contre, parce que là, il y a un bruit de fond. Merci. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Monsieur Soro Ibrahim, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ok, désolé, excusez-moi. Hop, je vais couper tous les micros. Hop. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les attaques de phishing en fait étaient de mieux en mieux élaborées. Encore une fois, moins de fautes d'orthographe, etc. On sait que les utilisateurs, ils arrivent à repérer de mieux en mieux les sites de phishing. Ils arrivent à repérer de plus en plus efficacement toutes les menaces. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a commencé à le voir l'année dernière et c'est un phénomène que l'on va voir également sur 2023. C'est que les hackers, ils sont en train d'adapter leur stratégie et de développer des attaques qui sont de plus en plus difficiles à détecter et à contrer.
Alors, deux de ces méthodes, encore une fois, ce sont les attaques contre la supply chain ainsi que ce qu'on appelle le détournement. Alors, première chose, c'est que les attaques contre la supply chain, donc aujourd'hui, vous le savez, hein, même chez Vade, on a énormément d'applications qui sont SaaS et qui viennent par des entreprises tierces. Donc, avec la montée en puissance du cloud computing, des offres SaaS ainsi que de l'IoT, les organisations, elles vont dépendre de plus en plus de fournisseurs de services technologiques tierces. Donc, chaque organisation peut intégrer de nouvelles solutions à ses opérations quotidiennes en toute simplicité et avec une très grande efficacité. Le problème, c'est qu'en faisant ça, alors encore une fois, on estime que en 2021, il y a eu en moyenne pour chaque organisation environ 110 applications SaaS différentes. Donc, c'est quelque chose qui est absolument énorme. Donc, encore une fois, c'est très pratique, mais le revers de la médaille, c'est que ces stratégies, elles étendent pour les pirates la surface d'attaque aux systèmes terminaux internes des fournisseurs. Donc, sans un contrôle direct sur des mesures de sécurité de leurs partenaires, hein, parce que là, on ne parle pas uniquement de votre sécurité à vous, mais on parle également de la sécurité de vos clients et de partenaires. En fait, les organisations, elles doivent désormais faire face à de nouvelles cybervulnérabilités, quelles que soient leurs propres mesures internes. Donc, c'est notamment pour cette raison aujourd'hui que les attaques contre la supply chain, elles vont vraiment gagner en popularité par rapport à cette statistique. En revanche, on ne va pas s'arrêter là. C'est que les attaques également contre les éditeurs de logiciels qui vont permettre aux hackers de viser bien plus large. En effet, alors, une attaque contre un seul éditeur peut compromettre des centaines, voire des milliers d'organisations. Donc aujourd'hui, vous attaquez une entreprise, enfin, le pirate attaque une entreprise. Ce n'est pas uniquement l'entreprise qui va être attaquée, mais c'est tous les clients, tous les fournisseurs qui vont être autour. Une attaque qui a beaucoup fait parler d'elle il y a un peu plus d'un an, peut-être même 2 ans, c'est l'attaque de SolarWinds, donc la grosse attaque SolarWinds qui a touché non seulement SolarWinds, mais également toutes les entreprises qui étaient rattachées. Alors, si on parle de détournement, alors le détournement, ici, c'est un autre type d'attaque qui se décline en différentes variantes. Chacune de ces variantes, elle a toutefois un point commun, c'est-à-dire on va essayer de prendre le contrôle d'une ressource à des fins malveillantes. Alors, l'exemple le plus connu et le plus concret, c'est le détournement de session qui va consister pour un hacker à dérober le cookie de session d'un utilisateur qui est connecté à un compte en ligne pour en prendre le contrôle. Ce qu'il peut y avoir également, c'est ce qu'on appelle des détournements de presse-papier, de manière à insérer du contenu malveillant. Détournement de page également, qui va permettre de tromper des moteurs de recherche, ainsi que de faire rediriger le trafic vers des sites malveillants. Mais ce qu'on s'attend à voir absolument exploser en 2023, c'est le détournement de conversation. C'est quelque chose, encore une fois, qu'on a déjà commencé à voir, mais on pense qu'en 2023, ça va être, ça va absolument exploser. Donc, c'est vraiment. Alors, si les attaques contre la supply chain vont tirer profit des relations de confiance que l'on peut avoir avec nos fournisseurs, avec nos clients, le détournement de conversation, on va aller un peu plus loin parce qu'on va exploiter le contexte des interactions. Alors, ce qui va se passer, c'est que lors de ce type d'attaque, les hackers ils vont utiliser des comptes compromis pour pouvoir injecter des liens de phishing et des pièces jointes dans des conversations email qui sont déjà existantes. Alors, essayez juste d'imaginer, vous recevez une réponse d'un collègue dans un thread d'email, hein, c'est ce qu'on appelle un thread d'email, donc c'est vraiment une conversation. Donc, vous recevez par exemple une réponse d'un collègue à une chaîne de messages. Son email, il va y avoir un peu de texte, mais il va contenir une pièce jointe et il va contenir un lien. Alors, effectivement, ça pourrait paraître bizarre, mais est-ce que vous iriez jusqu'à vous demander si c'est un email malveillant? Parce que l'email provient d'un de vos collègues, il fait partie d'une chaîne de questions-réponses, hein, qu'il y a eu dans un email. Donc, vous n'aurez aucune raison de soupçonner que cet email pourrait être, enfin, que le lien ou que la pièce jointe pourrait contenir du code malveillant. Donc, c'est exactement ce pourquoi on parle d'un détournement de conversation. Donc, l'idée, c'est vraiment de tirer parti de la confiance implicite que nous allons accorder à l'expéditeur d'un message. Alors, sur l'exemple que vous voyez ici, c'est quelque chose qui est assez classique, hein. C'est un exemple de spear phishing sur lequel on va vous demander le paiement d'une facture. Mais ce que l'on voit, encore une fois, c'est vraiment de plus en plus des pirates qui vont s'intégrer, qui vont s'infiltrer dans les conversations que vous pouvez avoir avec vos clients fournisseurs.
Alors, ici, le but, c'est pas de rentrer dans la technique, hein, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment se passe une attaque de phishing. Donc, en fait, ce que je vous parlais tout à l'heure de kits de phishing, hein, qui peuvent être achetés pour quelques centaines d'euros. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces kits de phishing, ils sont de plus en plus sophistiqués. Pour un même kit de phishing, en fait, vous voyez ici dans l'exemple que vous avez plusieurs langues, hein. Vous avez le DE pour l'allemand, vous avez le EN pour l'anglais, le ES pour l'espagnol, le FR pour le français, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de destinataire qui va recevoir le lien de phishing, les kits de phishing vont pouvoir permettre de changer la langue de manière automatique. Donc, si par exemple, le destinataire, l'adresse email qui reçoit l'email est un destinataire qui se trouve en France, et ben, le kit de phishing va être envoyé en français. Si c'est en Angleterre, il va être envoyé en anglais, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est fait de manière complètement automatique par les kits de phishing. Ce qu'on a vu également, c'est qu'on va même un peu plus loin, c'est que en fonction des pays, il y a même certains kits de phishing qui sont exactement, encore une fois, les mêmes, mais qui vont changer de marque par rapport au pays destinataire. Donc, si par exemple pour la France, on va avoir une banque française, par exemple, mais si on va attaquer par exemple une banque africaine ou une banque anglaise, et ben là, automatiquement, la marque du phishing va changer. Le kit de phishing va être en mesure de s'adapter par rapport au pays qu'on va targeter. Il y a un autre point important également, vous en avez déjà sûrement entendu parler, enfin, en plus des attaques contre la supply chain et tout ce qui est détournement. Alors là, on a pris l'exemple du chat GPT parce que c'est ce qui fait aujourd'hui l'actualité. Mais de manière plus générale, on pense que les hackers, ils vont vraiment tirer profit de l'intelligence artificielle pour pouvoir générer des campagnes de phishing qui sont de plus en plus efficaces. Alors, encore une fois, je vous en parlais, c'est l'exemple le plus récent, en tout cas, c'est ChatGPT, qui est un chatbot qui a été imaginé par OpenAI et qui va permettre aux cybercriminels et autres groupes malveillants de pouvoir élaborer des kits de phishing extrêmement sophistiqués. Donc, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est qu'ils vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir générer des emails de phishing qui soient crédibles. Ils vont pouvoir générer du code malveillant de manière extrêmement simple et extrêmement rapide. Donc, nous, on a fait l'exemple, hein. Par exemple, on a posé la question à ChatGPT de nous montrer des exemples d'emails de phishing. Et là, vous voyez que plus on est précis dans la requête, plus on est précis dans la demande, et plus le phishing qu'on va nous proposer va être pertinent pour l'organisation. Donc, plus que jamais, en fait, les organisations, elles vont devoir être contraintes d'adopter des outils de cybersécurité qui sont basés sur l'IA et qui devraient représenter, d'ici à 2025, environ 25% du marché de l'intelligence artificielle. Passons maintenant à la prédiction numéro 3, on va parler de ransomware, hein, qui aujourd'hui sont absolument dévastatrices et qui vont le rester. Alors, c'est une prédiction sans en être vraiment une, parce que c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis plusieurs années. Mais on pense que 2023 va également être, encore une fois, l'année du ransomware. Alors déjà, comme je disais, 2021 et 2022 ont été déjà très profitables au groupe de ransomware. 2023, on va rester sur ce trend. Et pour illustrer ça, ici, c'est quelques données que nous, on a recueillies sur nos serveurs. En 2021, de janvier à fin septembre, on avait 121 millions d'emails qui contenaient un ransomware. Sur la même période en 2022, on en a eu 177 millions. Donc, il y a eu une augmentation assez significative de ces ransomware et c'est quelque chose qu'on pense va continuer sur 2023. Comme l'année dernière également, les ransomware, ils devraient gagner en sophistication. Alors, ils sauront se faire de plus en plus discrets, bien entendu. Ils sauront se faire de plus en plus évolutifs et ils vont exploiter de nouvelles vulnérabilités pour se protéger. Alors, il y a certains groupes d'acteurs malveillants, le plus connu d'entre eux, c'est Black Hat, hein, qui ne cessent d'affûter leur stratégie. Donc, il y a deux facteurs qui, je pense, et qui, on pense, vont contribuer à maintenir le nombre d'attaques de ransomware. Première chose, c'est tout comme le phishing as a service, vous avez également le ransomware as a service, qu'on appelle le RAS, et également ce qu'on appelle la double extorsion. Mais on va voir qu'en plus de la double extorsion, il peut y avoir la triple extorsion, voire même la quadruple extorsion, et je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Alors, la montée en puissance du ransomware as a service ou le RAS, alors c'est quelque chose, c'est une source de revenus qui est centrale pour les hackers qui sont les plus doués et pour les entreprises criminelles. Donc le RAS, tout comme le phishing as a service, va élargir le champ d'action des hackers en permettant aux moins doués d'entre eux d'utiliser des malwares qui soient très sophistiqués pour gagner de l'argent. Encore une fois, pour quelques centaines d'euros, vous êtes en mesure de vous procurer un kit de ransomware, de louer un kit de ransomware
pour pouvoir lancer une attaque. Alors, Lockbit, qui est le plus connu d'entre eux, fait partie des opérateurs de ransomware de service les plus prolifiques au monde, hein. Lockbit a été lancé en 2019, hein. Donc ça fait un peu plus de 4 ans qu'il est sur Enfin, ça va faire 4 ans qu'il est sur le marché. Et depuis 4 ans, il aurait fait plus de 1000 victimes dans le monde entier. En novembre dernier, par exemple, il a lancé une attaque contre le groupe automobile international allemand qui s'appelle Continental, hein, que vous connaissez certainement. Cette attaque, elle a été précédée d'une autre qui a été menée contre Entrust, qui était une entreprise de sécurité numérique qui est présente partout dans le monde. Au mois d'août dernier également, Lockbit a revendiqué une grosse attaque contre un centre hospitalier en Île-de-France, hein. On va éviter de les nommer, mais c'est une attaque qui a fait énormément de dégâts auprès de cet hôpital. Donc, depuis son émergence, Lockbit a changé plusieurs fois de nom, hein. Il y a eu Lockbit, il y a eu Lockbit 2.0, maintenant c'est Lockbit 3.0, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que Lockbit va mettre à disposition des plateformes et des outils, des ransomware qui sont extrêmement puissants à des personnes ou des organisations qui sont non expertes. Un autre exemple, hein, qui va peut-être plus vous parler, c'est Botnet Emotet, qui est utilisé par des ransomware as a service, comme Black Hat, Quantum, etc. Donc, c'est quelque chose qui a fait énormément de dégâts il y a quelques mois. On en voit encore un petit peu des malwares Emotet, mais c'est quelque chose qui va, on pense, être de plus en plus important pour 2023. Conséquence également, on peut parler également de double extorsion, mais également de triple extorsion, de quadruple extorsion, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, les hackers, ils sont très malins et ils vont s'adapter en fait par rapport à tous les systèmes de protection que vous pouvez mettre en place pour vous et également pour vos clients. Un de ces systèmes de protection pour lutter contre le ransomware, ça a été d'avoir des systèmes de recovery et de backup. Qui sont des systèmes qui sont extrêmement performants. Sauf que vu qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, et vous-même, j'imagine que vous vendez des systèmes de backup et de recovery, bah, les pirates, en fait, ils vont s'adapter par rapport à ça. Ce qui se passait, c'est qu'avec une simple extorsion, quand on balançait un ransomware, ce qui se passait, c'est qu'on allait chiffrer les données et on vous demandait une rançon pour pouvoir récupérer ces données. Le problème, c'est qu'avec tous les systèmes de backup et de recovery, bah, si vos données étaient cryptées, vous faisiez un recovery parce que vous aviez un backup et vous récupériez toutes les données. Donc, en fait, il n'y avait aucune raison pour vous de payer la rançon. Ce qui se passe, c'est qu'avec la double extorsion, ce que les hackers vont faire maintenant, c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un levier supplémentaire sur les victimes. Ce qui va se passer, c'est qu'avant de chiffrer les données, les hackers vont pouvoir bénéficier avant de chiffrer les données, les hackers vont récupérer les données de manière à ce qu'ils aient un levier supplémentaire. Donc, ils récupèrent les données, ils chiffrent votre donnée, et si vous ne payez pas la rançon, en fait, ils vont vous dire, bah, écoutez, vous ne payez pas la rançon, on va vendre vos données, on va mettre vos données dans le dark web. Et sur la partie données, il peut y avoir des comptes clients, il peut y avoir des informations qui sont confidentielles. Donc, c'est vraiment un levier supplémentaire pour eux. C'est-à-dire, si vous ne payez pas la rançon, en fait, ils vont vendre les données sur le dark web. On peut avoir également la triple et la quadruple extorsion. Alors, la triple extorsion, qu'est-ce que c'est? Ça consiste pour les hackers à exiger une rançon à toutes les personnes et toutes les entreprises dont les données ont été compromises par le ransomware. D'accord? Donc, si les victimes refusent de payer, les hackers divulguent les données et lancent une attaque également par déni de service contre leur site. Et ils peuvent également contacter toutes les parties prenantes, les clients, les partenaires, les employés, le grand public, etc., pour les informer de tout ce qui est violation de données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle également la quadruple extorsion. C'est que non seulement on va, avec la triple extorsion, non seulement on va informer, on va divulguer et on va informer toutes les parties prenantes à l'attaque qu'il y a eu, mais en plus, on va faire en sorte de lancer des attaques DDoS pour le site, de pouvoir mettre le site à terre et de pouvoir informer toutes les personnes qui font partie de l'entourage de la victime pour pouvoir exiger des rançons de manière beaucoup plus facile. Prédiction numéro 4 également, donc la sécurité des suites de productivité remplacera également la sécurité de l'email. Donc quand on parle de suite de productivité, on parle essentiellement de deux qui sont les plus connus, Microsoft 365 et Google Workspace.
Donc, bien entendu, l'email fait partie intégrante des systèmes, des processus et des services internes des organisations. Donc, la sécurité mail va devoir également composer avec cette réalité en s'intégrant étroitement avec tout ce qui est suite de productivité moderne comme Microsoft 365 ou comme Google Workspace. Alors ici, c'est quelque chose qu'on a voulu vous montrer. C'est un exemple d'attaque sur une suite de productivité, donc c'est un exemple de phishing également. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que la technique qui est utilisée, c'est que sur la première attaque, sur le premier lien que l'on a envoyé, c'est un lien qui est complètement clean. C'est une première page. Lorsque vous avez, alors c'est un lien box, hein, comme vous voyez ici, lorsque vous allez sur ce site, que vous recevez l'email, vous avez un lien et le lien, il est complètement clean, il est complètement légitime. Ce qui va permettre de pouvoir contourner les attaques qui sont, enfin les systèmes de protection qui sont un petit peu moins sophistiqués. Sauf que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez ouvrir la page qui est légitime, hein, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui c'est un lien box, hein, donc qui est complètement légitime. Mais ce qui va se passer, c'est que sur ce lien, vous aurez un autre lien qui va vous demander d'accéder à un document. Et c'est sur ce deuxième lien d'accès au document que là, il va y avoir un contenu malveillant. Donc là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que on commence par une page qui est complètement légitime. Vous ouvrez cette page qui reste légitime, mais à l'intérieur de cette même page, vous avez un lien qui n'est absolument pas légitime. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez cliquer sur le lien pour recevoir le document, bah là, vous allez tomber sur un lien de phishing. Alors là, en l'occurrence, c'est un lien OneDrive sur lequel vous allez entrer vos informations email, vous allez entrer votre mot de passe, etc. Et là, le hacker va pouvoir récupérer toutes vos informations de connexion. Encore une fois, c'est une attaque qui est un peu plus sophistiquée parce que on va d'abord utiliser une vraie page de connexion pour ensuite aller sur une page de phishing. Alors, la sécurité des suites de productivité, hein, comme Microsoft 365 ou comme Google Workspace, permet aux organisations vraiment de tirer parti des informations sur des menaces qui sont issues des emails pour protéger les applications de partage de fichiers. Alors, le plus connu, c'est SharePoint, hein, bien entendu. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on doit dépasser la seule sécurité de l'email parce que les hackers, ils ont vraiment un avantage clé sur les victimes. Et donc, quel est cet avantage? C'est la possibilité d'attaquer librement, de cibler n'importe quelle facette de la surface d'attaque de l'organisation, non seulement, pas seulement l'email, mais également d'autres softwares, et de noyer les victimes sous de nombreux emails malveillants. Ce type d'attaque va imposer aux organisations, aux entreprises et à vous-même, hein, également, de trier énormément, de très importants volumes de données. Si en plus on ajoute à cela le fait d'éliminer tout ce qui est vulnérabilité des systèmes et d'assurer une protection qui est continue, on se rend compte que les organisations, elles auront du mal à suivre, elles auront du mal à rester à niveau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important de protéger l'ensemble des suites de productivité. Donc protection étendue aux applications des suites de productivité, être en mesure d'informer les menaces qui sont intégrées au sein des différents outils, avoir une meilleure visibilité sur les menaces et de pouvoir répondre de manière efficace et de manière très rapide à tout ce qui est attaque qui peuvent être passées au travers. Voilà pour les 4 prédictions. Maintenant, on va passer sur la dernière partie. Il nous reste un petit peu de temps, puis on va avoir un peu de temps également pour les questions-réponses. Alors, qu'est-ce que Veid peut apporter? Comment est-ce que nous, on peut vous aider par rapport à tout ce que l'on vient de voir? Alors déjà, Veid, l'approche de Veid, alors j'ai un petit peu parlé de la data des 1,4 milliard de boîtes mail protégées. Donc l'approche de Veid, en fait, c'est vraiment une cybersécurité qui est collaborative. Cette cybersécurité, elle est alimentée par l'intelligence artificielle, mais elle est également améliorée par les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous protégeons, encore une fois, 1,4 milliard de boîtes aux lettres dans le monde, mais il ne s'agit pas seulement des informations sur les menaces que nous recevons de la part de ces boîtes aux lettres, il s'agit également de traiter ces informations. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit également, en plus de toutes les de toutes les datas que nous protège, nous recevons également des millions de rapports par jour, qu'il s'agisse d'une menace qui a été manquée ou d'un courriel qui a été mal classé. Donc, on a des remontées utilisateurs, on a des remontées de la part de nos distributeurs, de nos clients, de nos partenaires. Et donc, ces données, elles sont utilisées pour entraîner notre moteur à devenir de plus en plus intelligent. Ensuite, il y a toute la partie humaine, hein. Comme je disais, il y a également nos analystes, il y a également tous nos scientifiques. Donc, ils sont là pour entraîner de manière active le moteur, non seulement avec les données qu'ils collectent, mais également avec des données que eux ils peuvent créer. L'exemple le plus concret ici, c'est le spear phishing, par exemple. Donc, le spear phishing, c'est une attaque qui est extrêmement ciblée, hein. On a très peu d'exemples d'attaques de spear phishing. Ce sont des attaques qui peuvent faire extrêmement de dégâts.
Donc, effectivement, on n'a pas beaucoup d'exemples. Mais ce qu'on a fait chez Vade, c'est qu'on a déposé un brevet sur une technologie qui nous permet de créer des emails de spear phishing en plusieurs langues qui nous permettent de vraiment entraîner notre moteur sur cette partie-là. Donc, cette combinaison d'intelligence artificielle qui est la machine et de personnes, donc toute cette communauté, va former une alliance de cybersécurité, donc alimentée par l'IA et améliorée par les personnes. C'est ainsi que le moteur fonctionne. Encore une fois, on parle vraiment d'alliance, on parle vraiment d'approche collaborative. Première chose, effectivement, c'est de collecter. Donc, Vade va collecter les informations sur les menaces à partir d'une alliance de cybersécurité. Apprendre également, donc le moteur de Vade est continuellement entraîné avec l'aide d'informations qu'il reçoit. Donc, le moteur, il se met à jour toutes les minutes chez nous, à l'aide d'informations en temps réel sur les menaces qui proviennent de l'alliance et de modèles d'apprentissage que nous, on crée de manière à entraîner notre moteur. Bien entendu, on va analyser tous les emails entrants sur la base des enseignements que l'on a tirés par rapport à toute cette alliance que l'on a eue. On va évaluer la menace et on va rendre un verdict par rapport à la menace. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est un malware? Est-ce que c'est un phishing? Est-ce que c'est un spear phishing, etc. Dernière étape, c'est qu'on va appliquer. Donc, les menaces entrantes, elles seront bloquées si l'attaque elle va être en mesure d'être bloquée des réceptions. Mais ce qui peut se passer, c'est que les attaques peuvent être également bloquées après livraison et elles vont être automatiquement supprimées des boîtes de réception. Donc, si on s'est rendu compte à un instant T qu'on a laissé passer une menace parce que tout simplement, on n'a pas vu une menace, mais qu'une minute après, on se rend compte que par rapport à la mise à jour du moteur et par rapport à ce qu'on a vu par la suite, que c'était un email qu'on aurait dû bloquer, ben, on va être en mesure d'aller scanner les boîtes mail des utilisateurs et de pouvoir apporter une correction par rapport au filtre, par rapport au premier filtre que l'on a eu. Nous avons également de nombreux clients utilisateurs finaux, des petites entreprises et d'autres grosses entreprises qui utilisent Vade et qui ont également besoin de Vade. Alors, ce qui va se passer également, c'est, vous savez, sur la partie M365, aujourd'hui, vous avez déjà UOP qui est obsolète. Defender, même si il apporte un niveau de sécurité, un niveau de supplémentaire, bah forcément, c'est pas suffisant. Donc, nous, le message que l'on a, et c'est ce que le Gartner demande de faire également, c'est de renforcer, de fortifier Microsoft 365 avec une solution qui soit intégrée, qui soit à faible coût, qui soit alimentée par l'intelligence artificielle et encore une fois, qui soit améliorée par les personnes. Ce qu'on a mis en place également, c'est on a sorti une feature qui s'appelle Threat Intel and Investigation. Donc, c'est un add-on sur la solution. Sur cet add-on, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Reported Email. Donc, Reported Email, en fait, c'est la possibilité pour les utilisateurs finaux de pouvoir nous signaler des emails qui auraient mal été catégorisés. Les utilisateurs vont utiliser, par exemple, leur client Outlook, que ce soit un client lourd ou un client léger. S'il y a un email, par exemple, qui ressort comme étant légitime, directement depuis Outlook, ils auront la possibilité de le signaler en étant, par exemple, un spam ou un phishing. Si l'utilisateur signale cet email, vous, en tant qu'administrateur, vous allez directement recevoir l'information sur votre console d'admin. Vous allez pouvoir voir combien de personnes ont fait ce signalement. Est-ce que cette personne a signalé l'email comme étant du spam ou du phishing? Combien d'utilisateurs ont reçu cet email? Donc ici, vous voyez que dans cet exemple, sur le premier exemple, vous avez un utilisateur qui a signalé cet email. Vous en avez 6 qui ont reçu cet email. Et vous aurez la possibilité d'aller voir l'email en particulier, d'aller voir les personnes qui ont reçu cet email et de faire une remédiation pour l'ensemble de ces 6 utilisateurs. Donc ici, c'est extrêmement important parce qu'on parle vraiment de sécurité collaborative. On va vraiment tirer parti de vos signalements, du signalement des utilisateurs, et vous allez avoir l'information sur tous les signalements qui ont été faits pour pouvoir ensuite adapter la politique de sécurité par rapport à tout ça. Et bien entendu, toutes les alertes peuvent être configurables sur la partie email. Dès qu'un utilisateur va vous remonter un email, va vous signaler un email qui a mal été catégorisé, vous allez recevoir une alerte sur votre boîte mail qui va vous permettre ensuite d'aller investiguer directement sur la console Vade. J'en ai fini avec la présentation. Alors, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé par rapport à tout ce que l'on voit aujourd'hui, par rapport aux menaces,
par rapport à ce qu'on pense qui va se passer sur 2023. J'espère également que ça vous a donné un petit peu des réflexions, en tout cas des outils pour pouvoir proposer les solutions les plus efficaces et les plus efficientes à vos clients. Le but, c'était vraiment ça, hein. Le but, c'était vraiment de vous montrer un petit peu ce que nous, on voyait, ce qu'on a vu en 2022, ce qu'on pense va se passer en 2023, pour vous permettre un petit peu, vous, en tant que revendeur, en tant que système intégrateur et de MSP, de pouvoir proposer les meilleures solutions à vos clients. Je te laisse reprendre la main, Joseph, si tu veux conclure. Merci beaucoup, Stéphano. Vous m'entendez? Oui. Super. Merci beaucoup pour cette présentation des tendances sur la sécurité de l'email. Alors, je pense qu'il y a déjà Steve Kodio qui est la première question. Ça, c'est pour toi, Stéphano. VAD protège uniquement M365 ou elle protège aussi les boîtes mail privées? Alors, on a deux produits chez Veid. On a le produit effectivement qui est Veid for M365, qui est une solution qui est intégrée nativement sur l'environnement M365 en API. Après, on a une autre solution qui s'appelle Veid Cloud, qui est compatible avec tous les autres serveurs de messagerie, que ce soit du Exchange on-premise, que ce soit du Zimbra, que ce soit n'importe quel autre serveur. Mais on protège les entreprises, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir protéger les boîtes email privées parce qu'on a besoin d'avoir la main sur les MX, sur le serveur de messagerie. Donc, tout ce qui est boîte privée avec, alors je prends un exemple de Orange pour la France, des adresses orange.fr sur le domaine privé, on ne va pas être en mesure de le protéger parce qu'on n'a pas la main sur les MX. Mais par contre, on n'est pas que sur Microsoft 365, on protège également Google Workspace, on protège également tous les autres serveurs de messagerie. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Avant que nous puissions conclure, je pense qu'on a encore 8 minutes de disponibles pour répondre aux différentes questions et aux préoccupations. N'hésitez surtout pas soit à lever la main pour prendre la parole ou également mentionner votre question directement dans le chat, que je puisse le relayer à Stéphano. Je tiens à rappeler également que à tous ceux qui sont disponibles à ce webinaire, que vous aurez la possibilité de le revoir parce qu'il a été enregistré. Donc, nous allons vous envoyer un mail avec un lien pour pouvoir revoir cette vidéo, bien évidemment. Et également, vous allez pouvoir recevoir la présentation au cas où vous désirez effectivement revoir les informations qu'il y a à l'intérieur de la magnifique présentation que Stéphano nous a faite aujourd'hui. Je pense que nous n'avons plus de questions. Donc, du coup, nous allons conclure. Merci beaucoup, Stéphano. C'était... Alors, une dernière question. Le modèle de licensing est par boîte mail protégée. Alors, ouais, modèle de licensing, effectivement. Alors, sur le produit M365, en fait, il est assez simple, hein, parce qu'on va protéger, en fait, toutes les licences du Microsoft et du tenant vont être protégées. On se base sur le modèle de Microsoft, c'est-à-dire qu'on ne va pas facturer, on va protéger, mais on ne va pas facturer les boîtes partagées, on ne va pas facturer les alias. On ne va protéger uniquement que les boîtes utilisateurs. Sur le produit cloud, on va protéger toutes les boîtes du domaine. Donc, en fait, c'est un licensing à la boîte aux lettres, que ce soit sur Microsoft 365 ou que ce soit sur le cloud. Mais toutes les boîtes lettres doivent être protégées. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur Steve? Après, si vous avez besoin d'un devis, de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de HAFS, hein. Ils sont en mesure de vous faire la cotation qu'il faut pour vos clients. Parfait, super, Steve. Merci beaucoup. Voilà. Donc, du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Je vous laisse mon adresse mail dans le chat. Voilà. Mais comme je l'ai dit et signifié également, vous allez recevoir cette présentation juste après, après que nous ayons conclu via email. Et n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de notre service pour des questions ou des demandes de cotation.
Merci à tous. Merci Joseph pour l'organisation de ce webinaire et puis on reste à votre disposition. Merci beaucoup à toi, Stéphano, et je souhaite excellente fin de journée à tout le monde. Et merci beaucoup d'avoir participé. Allez, au revoir. Merci, au revoir.